Plus de 300 alpinistes ont perdu la vie sur le mont Everest, avec près de 200 corps encore dispersés sur ces pentes glacées, dans ce qu'on appelle la zone de la mort. Les hauteurs les plus élevées de la montagne offrent peu de clémence. L'oxygène se raréfie, les températures chutent brutalement et les erreurs mineures s'avèrent souvent fatales. Les chutes depuis des crêtes escarpées, les avalanches et l'épuisement ne sont que quelques-uns des dangers qui fauchent des vies chaque année. Étonnamment, la majorité des décès surviennent pendant les descentes, lorsque les grimpeurs poussent leur corps exténué au-delà de leurs limites. Ce récit explore les histoires glaçantes d'alpinistes qui ont chuté vers la mort sur l'Everest. Que s'est-il passé durant ces moments finaux? Et pourquoi cette montagne continue-t-elle d'attirer une ambition si mortelle? Le 21 mai 2024, Daniel Patterson, un alpiniste britannique de 40 ans, et son guide Pamba vivaient ce qui aurait dû être l'apogée triomphant d'une expédition soigneusement planifiée. Ils avaient atteint le sommet du mont Everest ce matin-là, se dressant à 8849 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour Patterson, cela marquait l'aboutissement d'un rêve de toute une vie et d'une année de préparation épuisante. Pour Pamba, c'était une autre ascension guidée démontrant sa résistance et ses compétences incomparables. Mais la descente, là où surviennent la plupart des accidents sur l'Everest, allait devenir leur perte. La route vers le bas était bondée. Les grimpeurs se déplaçaient dans les deux directions, naviguant sur l'arête étroite où un faux pas pouvait signifier une chute mortelle. Les embouteillages étaient devenus une réalité alarmante sur l'Everest, particulièrement durant les brèves fenêtres de beau temps. L'arête grouillait d'alpinistes accrochés aux cordes fixes de sécurité, progressant lentement à travers le terrain dangereux. Ce goulot d'étranglement de personnes, d'équipements et d'ambition ajoutait des couches de risque à un voyage déjà mortel. Les conditions n'aidaient pas. Un climat inhabituellement chaud avait ramolli la neige, créant un sol instable sous leurs pieds. Les corniches, ces formations surplombantes de neige et de glace, bordaient le sentier, paraissant solides mais prêtes à s'effondrer sous la moindre pression. Patterson et Pamba connaissaient les dangers. Ils avaient franchi avec succès le ressaut Hillary, un obstacle escarpé et notoire, mais leur progression ralentissait. En arrivant à l'arête bondée d'alpinistes, ils décidèrent de contourner la foule pour descendre plus rapidement. Cela signifiait se détacher des cordes de sécurité, se déplacer autour des autres grimpeurs et se rattacher ensuite. Une manœuvre risquée exigeant précision et chance. C'était un choix auquel de nombreux alpinistes faisaient face dans de telles conditions, où les retards pouvaient mener à l'épuisement de l'oxygène ou à la détérioration du climat. Mais sur l'Everest, les risques se multiplient. Vers 10 heures du matin, la catastrophe frappa. Alors que Patterson et Pamba tentaient de dépasser un groupe plus lent, la corniche sous leurs pieds s'effondra. Une section massive de neige et de glace se détacha avec un bruit assourdissant. Le sol sous eux disparut tout simplement. La corde fixe sauva quelques alpinistes, les arrêtant brutalement, mais Patterson et Pamba, s'étant détachés pour passer, n'avaient pas cette bouée de sauvetage. Ils chutèrent avec la neige qui s'effondrait, dévalant la face du Kanchung, une chute verticale directe vers les profondeurs du Tibet. La scène fut chaotique. Les grimpeurs sur l'arête restèrent pétrifiés, fixant l'espace vide où s'était trouvée la corniche. Certains regardèrent vers le bas, espérant contre tout espoir apercevoir des signes des hommes tombés, mais l'inclinaison de la pente rendait impossible de voir quoi que ce soit en contrebas. La zone de la mort, comme on appelle cette région au-dessus de 8000 mètres, est impitoyable. L'oxygène se raréfie et les efforts de secours sont quasi impossibles. La dure vérité s'imposa rapidement. Il n'y aurait pas de retour pour Patterson et Pamba. Les nouvelles de la tragédie se répandirent rapidement par les communications radio vers les camps inférieurs. Au camp de base, alpinistes et guides apprirent que l'effondrement avait coûté 2 vies. La perte de Pamba, un Sherpa respecté et habile, envoya des ondes de choc à travers la communauté montagnarde. Patterson fut également pleuré. Il escaladait pour collecter des fonds pour une famille touchée par le cancer, rendant son voyage profondément personnel et désintéressé. Leur mort fut ressentie comme à la fois tragique et absurde. Tandis que les heures passaient, les grimpeurs restant firent face à leur propre crise. L'effondrement de la corniche avait créé une brèche dans la route, les laissant bloqués. Les réserves d'oxygène étaient limitées et le risque de rester immobile grandissait de minute en minute. Un guide, Bajak Yala, prit les devants. S'attachant à la corde restante, il créa prudemment un passage à travers la neige instable. Un par un, les alpinistes suivirent, leur concentration aiguisée comme un rasoir. Tout faux pas pouvait mener à une autre catastrophe. Les efforts pour récupérer les corps commencèrent le lendemain,
Mais les chances étaient minces dès le départ. La face du Kangshung est l'une des zones les plus dangereuses de l'Everest, une étendue abrupte et vaste de glace et de roches. Les sauvetages en hélicoptère étaient impossibles en raison de l'emplacement tombant du côté tibétain de la montagne. Malgré les recherches depuis l'arête et les balayages aériens, ni Patterson ni Pamba ne furent retrouvés. La dure réalité de l'Everest les avait réclamés comme elle l'avait fait pour tant d'autres. Leurs morts ravivèrent les débats sur la surpopulation et la commercialisation de l'Everest. La montagne était devenue de plus en plus congestionnée, avec des permis délivrés en nombre record. En 2023, un an avant l'ascension de Patterson, la surpopulation avait contribué à la saison d'escalade la plus meurtrière de l'histoire de l'Everest. Les critiques arguaient que ces conditions transformaient l'Everest d'un défi d'élite en un embouteillage dangereux. Pour Patterson et Pamba, le rêve de l'Everest se termina en tragédie. Leur perte devint un autre chapitre dans l'histoire troublante de la montagne. Le 16 mai 2006, Thomas Olsson se trouvait au sommet de l'Everest. Aventurier suédois et skieur extrême, Thomas avait passé des années à se préparer pour ce moment. Il avait gravi des pics autour du globe, conduit des milliers de kilomètres pour atteindre le camp de base de l'Everest et s'était entraîné impitoyablement à Chamonix. Cette ascension ne concernait pas seulement l'atteinte du sommet. Thomas avait un objectif plus grand. Il voulait skier sur la face nord de l'Everest, un exploit que peu avaient même tenté. Thomas et son compagnon norvégien Tormo Grannem entreprirent une expédition ambitieuse ce printemps-là. Ils prévoyaient d'escalader la montagne par la route Mallory et de skier par le Grand Couloir, aussi connu sous le nom de couloir Norton. Cette route est l'une des plus dangereuses sur l'Everest, abrupte, exposée et impitoyable. L'ascension commença au camp de base avancé et, pendant 2 jours épuisants, ils se hissèrent jusqu'au sommet, atteignant le pic à midi le 16 mai. Ils avaient déjà enduré une montée de 14 heures à travers une tempête de neige. Exténué mais déterminé, Thomas espérait que ses forces tiendraient pour la dangereuse descente à ski. Après un bref repos, ils commencèrent leur descente. La première section les mena à un ravin étroit au-dessus du couloir. C'est là que le désastre frappa. Le ski gauche de Thomas se brisa juste derrière la fixation. Sur l'Everest, un ski cassé peut être un arrêt de mort. Thomas et Tormo tentèrent de le réparer avec du ruban adhésif et de l'équipement d'escalade, mais la réparation était fragile. Ils continuèrent, sachant que le temps jouait contre eux. Ils n'avaient pas d'autre choix que de faire du rappel. Lorsqu'ils atteignirent une falaise rocheuse d'environ 45 mètres de haut, trouver un ancrage fut difficile. La roche était solide et il y avait peu de glace pour soutenir les cordes. Ils improvisèrent en utilisant 2 bâtons de neige et un piolet pour ancrer la corde. Thomas, handicapé par le ski cassé, descendit en premier. À environ 30 mètres en bas, l'ancrage céda. Thomas tomba dans le couloir Norton, chutant de 10 à 15 mètres avant de heurter le sol. L'impact le laissa probablement inconscient. Incapable de s'arrêter, il glissa plus bas sur la face abrupte. Tormo, observant impuissant, tenta de sécuriser l'ancrage, mais c'était trop tard. La chute de Thomas continua sur 2500 mètres verticaux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le glacier Rongbuk moyen. Pour Tormo, le cauchemar était loin d'être terminé. Peu après la chute de Thomas, son masque à oxygène se brisa. Il devait maintenant naviguer la descente traître sans oxygène supplémentaire. Il descendit prudemment la falaise rocheuse en utilisant une corde en laquelle il ne faisait plus confiance. De là, il skia seul dans le couloir, suivant la trace de Thomas. Il trouva le piolet et les crampons de Thomas, mais ne vit aucun signe que Thomas ait essayé d'arrêter sa chute. La neige était intacte, confirmant la pire crainte de Tormo. Thomas avait perdu connaissance après la chute initiale. Tormo continua sa descente, atteignant le col nord en sécurité, mais la perte de son compagnon pesait lourdement sur lui. Thomas avait été plus qu'un coéquipier. C'était un ami et compagnon d'aventure, quelqu'un qui partageait son rêve de repousser les limites dans les environnements les plus hostiles du monde. De retour sur la montagne, la recherche de Thomas commença. Une équipe de Sherpas, avec les collègues de Thomas, Frédéric Scholm, Olof Sandström et Martin Letzter, ratissa la face du couloir. Le 17 mai, ils trouvèrent le corps de Thomas à une altitude de 6700 mètres. Ce fut une découverte dévastatrice. Pour prévenir d'autres risques, les Sherpas déplacèrent son corps 300 mètres plus bas, hors de la zone d'avalanche. Le jour suivant, un hélicoptère transporta Thomas depuis la montagne. Les nouvelles de la mort de Thomas se répandirent rapidement. Il fut la 8e fatalité sur l'Everest cette saison-là.
Une statistique sobre même pour un endroit où la mort est commune. Thomas avait été un grimpeur expérimenté, méticuleux dans sa préparation, mais sur l'Everest, même les aventuriers les plus habiles sont à la merci de la montagne. Le rêve de Thomas de skier la face nord de l'Everest faisait partie d'un projet plus vaste pour skier les 7 sommets, les pics les plus hauts de chaque continent. S'il avait survécu, il prévoyait d'aborder le mont Vinson en Antarctique, mais l'Everest réclama sa vie, laissant son ambition inachevée. Des années auparavant, la montagne prit une autre vie, profondément liée à la communauté Sherpa et un homme dont les exploits sur l'Everest demeurent légendaires. Babu Shiri Sherpa naquit dans la région de Khumbu au Népal, entouré par les pics imposants de l'Himalaya. Pour lui, les montagnes n'étaient pas seulement un décor, elles étaient un mode de vie. Comme beaucoup de Sherpas, il commença à travailler comme porteur à l'adolescence, aidant les grimpeurs à transporter l'équipement sur les pentes de l'Everest. À 16 ans, il débuta officiellement sa carrière, montrant la force et l'habileté qui le définiraient comme l'un des meilleurs Sherpas de l'histoire. Avec le temps, Babu accomplit ce que peu pouvaient faire. Il escalada l'Everest 10 fois, un exploit extraordinaire en soi, mais sa vraie renommée vint des records qu'il établit. En 1999, il passa 21 heures au sommet sans oxygène supplémentaire. La plupart des grimpeurs ne peuvent gérer que quelques minutes au sommet, mais Babu y resta du jour jusqu'à la nuit, repoussant les limites de l'endurance humaine. Dans un autre exploit, il escalada la montagne en seulement 16 heures et 56 minutes, complétant une ascension qui prend typiquement des jours. Les accomplissements de Babu s'étendaient au-delà des records personnels. Il se souciait profondément de sa communauté dans la région du Khumbu, où l'éducation et les soins médicaux étaient rares. Ayant grandi sans éducation formelle, il rêvait de construire des écoles pour ses enfants et d'autres dans la région. Il collectait des fonds pour ses projets à travers ses ascensions, espérant améliorer les vies des générations futures. En 2001, lors de sa 11e expédition sur l'Everest, Babu se trouvait une fois de plus sur la montagne qu'il aimait. Au camp 2, situé à 6400 mètres, il fut vu marchant près du bord du camp, possiblement en train de prendre des photos. Les détails exacts restent flous, mais il glissa et tomba dans une crevasse. Son absence ne fut remarquée qu'à l'heure du dîner. Lorsque les autres au camp réalisèrent qu'il n'était pas revenu, un groupe de recherche se forma, et à minuit, ils découvrirent la crevasse dans laquelle il était tombé. La chute avait été fatale. Le matin suivant, 2 Sherpas descendirent dans la faille étroite pour récupérer son corps, travaillant prudemment à travers les blocs de glace. Après 2 heures, ils sécurisèrent ses restes et le remontèrent à la surface. Il fallut près de 60 Sherpas et 8 heures pour transporter son corps en bas de la montagne, naviguant la cascade de glace et les crevasses de retour au camp de base. La mort de Babu fut une perte profonde. À seulement 33 ans, il avait déjà accompli plus que ce que la plupart des grimpeurs font dans toute une vie. Ses records sur l'Everest demeurent inégalés, mais son plus grand héritage pourrait être le travail qu'il fit pour sa communauté. Les écoles qu'il aida à financer apportèrent l'éducation à une région qui n'en avait aucune, et sa fondation continue de soutenir des projets de développement dans le Khumbu. L'histoire de Babu Shiri Sherpa est une histoire de triomphe et de tragédie. Sa vie fut un témoignage du potentiel humain, mais elle se termina sur la même montagne où il avait tant accompli. Aujourd'hui, son nom est gravé dans l'histoire de l'Everest, rappelé comme l'un de ses meilleurs grimpeurs et un symbole de l'esprit indomptable. Connu comme la machine suisse, Ueli Steck était un grimpeur qui avait passé des années à redéfinir ce qui pouvait être accompli dans les montagnes. Né en 1976, Ueli grandit dans la vallée de l'Emmental en Suisse. Enfant, il montra un talent naturel pour les sports d'endurance, jouant au hockey et accompagnant son père dans des tours de ski. À la fin de l'adolescence, il escaladait certains des pics les plus difficiles au monde, incluant la face nord de l'Égée à seulement 18 ans. Durant les 2 décennies suivantes, il établit des records de vitesse et réalisa des premières ascensions autour du globe, se forgeant une réputation comme l'un des meilleurs alpinistes de sa génération. La philosophie d'escalade d'Ueli était simple mais exigeante. Il se concentrait sur la vitesse, l'efficacité et la précision. Ses ascensions en solo de pic comme l'Égée, l'Annapurna et le Shishapangma repoussèrent les limites de la capacité humaine. En 2017, il était prêt pour son prochain grand défi, la traversée Everest-Lhotse. Le plan était ambitieux, escalader l'Everest par le couloir Hornbeam, une route incroyablement abrupte et rarement gravie, puis traverser vers le Lhotse, le 4e plus haut pic du monde, tout cela sans oxygène supplémentaire. C'était une combinaison que personne n'avait jamais réalisée. Ueli arriva au Népal en avril 2017, accompagné de son compagnon d'escalade Tanji Sherpa.
Ils marchèrent jusqu'au camp de base de l'Everest et commencèrent à s'acclimater pour l'ascension. Cependant, des revers précoces compliquèrent leur plan. Tanguy souffrit de gelure durant un transport de fournitures au camp 2, le forçant à rester au camp de base pour récupérer. Ueli continua seul, utilisant le temps pour explorer la route et développer sa force. Il escalada en solo des parties de l'arête ouest et monta du camp de base au camp 3 et retour en une seule journée, un exploit qui prendrait à la plupart des grimpeurs plusieurs jours. Les préparatifs d'Ueli furent intenses mais calculés. Il connaissait les dangers de l'escalade en haute altitude, particulièrement sans oxygène. Néanmoins, il se sentait prêt. À 40 ans, il croyait être dans la meilleure forme de sa vie, ayant passé des semaines à courir sur des sentiers à des élévations allant jusqu'à 6000 mètres. Sa confiance était inébranlable et son excitation pour l'expédition était claire. Cependant, Ueli était aussi quelqu'un qui prenait des décisions rapidement, changeant souvent ses plans sur le moment. Le 29 avril, Ueli envoya un message texte à Tanguy depuis le camp 2, disant qu'il prévoyait escalader le Nuptse le matin suivant. Le Nuptse, un pic de 7861 mètres près de l'Everest, ne faisait pas partie de son plan original. Ueli le décrivit comme le dessert, un objectif secondaire à aborder après avoir complété la traversée Everest-Lhotse. L'escalader maintenant au lieu d'après surpris même Tanguy, mais pour Ueli, cela avait du sens. Les conditions sur le Nuptse semblaient bonnes et offraient une opportunité de s'acclimater tout en faisant quelque chose de défi. Il ne répondit pas à la question de suivi de Tanguy concernant l'escalade en solo. Tôt le matin suivant, le 30 avril, Ueli partit du camp 2. Vers 4h30 du matin, il commença à monter le glacier avec un grimpeur français, Yannick Graziani, qui tentait l'Everest sans oxygène. Les deux se séparèrent quand Graziani se dirigea vers le camp 3 et qu'Ueli bifurqua à droite vers le Nuptse. Plusieurs grimpeurs et Sherpa Levir escaladaient la face quand l'aube se leva. Ils se déplaçaient rapidement, montant avec la précision qui avait défini sa carrière. Personne ne sait exactement ce qui se passa ensuite. Ueli fut vu pour la dernière fois environ 300 mètres sous le sommet du Nuptse. Peu après, il chuta d'environ 900 mètres sur la face nord de la montagne. Des témoins d'autres expéditions virent la chute, mais ne purent dire ce qui la causa. Son corps fut trouvé sur le glacier occidental entre les camps 1 et 2. Les nouvelles de la mort d'Ueli se répandirent rapidement, choquant la communauté des grimpeurs. Comment quelqu'un d'aussi habile et expérimenté qu'Ueli pouvait-il tomber? Certains spéculèrent qu'il avait glissé sur de la glace ou de la neige, un danger commun même pour les meilleurs grimpeurs. D'autres suggérèrent la fatigue ou un faux pas dans l'air raréfié de la haute altitude. La cause exacte demeure un mystère. La mort d'Ueli laissa un vide profond. Il n'était pas seulement un montagnard, c'était un innovateur, quelqu'un qui avait inspiré d'innombrables grimpeurs par ses exploits et sa philosophie. Ses prouesses, comme escalader en solo la face sud de l'Annapurna ou établir des records de vitesse sur léger, étaient légendaires. Pourtant, il était aussi connu pour son humilité et sa générosité, servant souvent de mentor à de jeunes grimpeurs comme Tanguy Sherpa. Au final, l'Everest réclama une autre vie ce jour-là, ajoutant un autre chapitre à sa longue et tragique histoire.